Bienvenue à tous, prêts pour une nouvelle plongée dans l'affaire Kennedy. On s'attaque à des détails, parfois oubliés, des petites histoires qui pourraient nous en dire long. On va fouiller le Dealey Plaza Echo, une revue britannique qui décortique les mystères de l'assassinat de JFK. Volume 6, numéro 1, de mars 2002. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Ce numéro rend hommage à Harold Weisberg, Weisberg. un chercheur de la première ère sur l'assassinat, décédé récemment. Il a passé sa vie à contester la version officielle. Ah oui, il a accumulé des tonnes de documents. Il critiquait la commission Warren. Exactement. Justin Bowley témoigne dans ce numéro. Il se souvient de sa correspondance avec Weisberg, un homme direct, sans détour, un vrai défenseur de la vérité. Intéressant. On va parler de vérité, justement, avec une histoire étonnante. Celle de Daniel T. McGowan, McGowan. un homme qui aurait croisé Oswald avant l'assassinat. Ah oui. Mars 1968, McGowan est à Dallas pour le travail. Un soir, il est intrigué par le Carousel Club. Le club de striptease de Jack Ruby. Oui, mais il arrive trop tard, c'est fermé. Dommage. Le lendemain matin, il repasse devant le club, regarde les photos des danseuses, un homme bouscule la boîte aux lettres, des lettres tombent, McGowan les ramasse. 3 lettres sont adressées à Jake Rubenstein au Carousel Club. Jake Rubinstein, un des noms d'emprunt de Ruby. Exactement. McGowan est intrigué par l'écriture d'une des lettres, signée Lee Oswald. Il décide de lui rendre visite. Il pensait que c'était une danseuse. Apparemment. Il arrive à l'adresse, un immeuble chic. Pas vraiment l'endroit où il s'attendait à trouver une danseuse. Il vérifie les boîtes aux lettres, réalise que Lee Oswald est un homme. Et il repart. Oui, c'est après l'assassinat qu'il fait le lien. Quand le nom d'Oswald est associé à Kennedy, il se souvient de cet épisode. Il réalise qu'il a peut-être rencontré Oswald. Et qu'Oswald fréquentait le club de Ruby. C'est troublant. Imaginez rencontrer l'assassin présumé du président. Mais attendez, ça devient encore plus bizarre. La visite de McGowan a eu lieu le 29 mars 1963. Le jour même où Oswald est censé être dans le Wisconsin. Exactement. Une sacrée coïncidence. Surtout quand on sait qu'un article du National Enquirer en mai 1964 évoque une enquête de la police de Dallas. Sur Oswald et Ruby. Oui, soupçonné d'être lié à la tentative d'assassinat du général Walker. En avril 1963. Et le journal affirme que le département de la justice a fait pression pour étouffer l'enquête. Si c'est vrai, ça créditerait l'hypothèse d'un lien entre Oswald et Ruby bien avant l'assassinat de Kennedy. C'est possible. L'histoire de McGowan devient un élément important du puzzle. Y a-t-il d'autres pistes dans ce numéro? Oui. On a le témoignage de Marguerite Oswald, la mère de Lee Harvey Oswald, devant la commission Warren. Il dit quoi? Elle affirme avoir reconnu sa belle-fille, Marina, et sa petite-fille, June, sur la photo d'Eljan. La photo d'Eljan. Celle qui capture le moment du premier tir. Exactement. Elle désigne une femme avec un bébé près du Texas School Book Depository. Elle est certaine que c'est Marina et June. Oui. C'est étonnant qu'elle ne mentionne pas le homme dans l'embrasure de la porte. Cette silhouette qui ressemble à son fils. C'est vrai. Est-ce que c'est vraiment Marina et June? Pourquoi ne pas parler de l'autre personne? Mystère. On change de sujet. Oui. On a le témoignage de Samuel Paternostro. Paternoster. Un témoin oublié qui avait une vue imprenable sur l'assassinat depuis le palais de justice du comté de Dallas. Il était où exactement? Au 2e étage avec une collègue quand la motorcade est passée en dessous. Aux premières loges, alors. Il dit avoir entendu le premier coup de feu et l'avoir situé derrière lui à sa droite. Donc pas du Texas School Book Depository. Non, Ça contredit la version officielle. exactement. Il ne peut pas dire avec certitude d'où vient le tir, mais il est catégorique. Le son ne venait pas devant lui. Intéressant. On dit qu'il aurait vu un fusil sortir d'une fenêtre du depository. Est-ce que le Dealey Plaza Echo en parle? Le journal mentionne cette rumeur, mais elle n'est pas confirmée. Il consacre un article entier au témoignage de Paternostro. Et Il explore les analyses acoustiques des enregistrements de la police. c'est compliqué, les analyses acoustiques. Le HSCA avait conclu à un tir de la butte herbeuse, Oui. mais une analyse du NRC a remis en cause ces conclusions. Le problème, c'est que les 2 analyses utilisent un point de synchronisation peu fiable, l'ordre donné par le chef de la police de se rendre à l'hôpital. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Il y a d'autres points de repère plus précis dans les enregistrements. D'accord. Donc le débat reste ouvert, on passe à autre chose. Oui. On a l'histoire de Robert Allen Surrey, Sorry. un imprimeur lié au général Edwin Walker, un opposant à Kennedy. Le général Walker, la victime de la tentative d'assassinat. Oui, Surrey a créé et diffusé des tracts « Wanted for Treason » avec la photo de Kennedy. Wanted for treason. C'est violent comme accusation. Ces tracts étaient distribués à Dallas juste avant la visite de Kennedy. Je vois. Les services secrets ont enquêté
Ils ont fini par remonter jusqu'à Surrey, qui a invoqué le 5e amendement à plusieurs reprises. Il avait quelque chose à cacher. Quel était son lien avec Walker? Walker a été victime d'une tentative d'assassinat en avril 1963. Certains pensent que c'était une mise en scène. Et Oswald aurait été accusé de ce tir. Oui, Donc on a un imprimeur qui diffuse des tracts Wanted for Treason contre Kennedy, qui est lié à un général victime d'une tentative d'assassinat. C'est suspect. en effet. Il est possible que Oswald ait surveillé les groupes d'extrême droite comme celui de Walker. Comme un informateur. Peut-être. D'ailleurs, l'agent du FBI qui aurait été en contact avec Oswald, James Hosty, était un partenaire de Bridge de Surrey. C'est une sacrée coïncidence. C'est troublant. On dirait qu'on s'enfonce dans une toile d'araignée. Y a-t-il des aspects scientifiques explorés dans ce numéro? Oui, un article sur l'analyse des traces de sang appliquées à l'assassinat de Kennedy. Ah oui, des traces de sang. Sherry Gutierrez, experte en analyse de scènes de crime, se penche sur la question. Le tir fatal est-il venu de l'avant ou de l'arrière? La fameuse question de la direction du tir fatal. Exactement. Elle a mené des expériences de tir sur des cibles ensanglantées. Pour étudier les projections de sang. Oui, les projections vers l'arrière, le backspatter en anglais, et vers l'avant, le forward spatter. Back spatter, forward spatter, c'est un peu technique. Imaginez une balle qui traverse une cible. Le backspatter, ce sont des gouttes de sang projetées en arrière vers le tireur. Le forward spatter vers l'avant, dans le sens du tir. Ok, je comprends mieux. On peut déterminer la direction du tir en analysant ces gouttes. Tout à fait. Gutierrez a analysé les témoignages, les photos et les films. Elle applique les conclusions de ses expériences. Et ces conclusions sont assez claires. Il n'y a aucune contradiction concernant les projections de sang. Tous les témoignages et les photos confirment l'hypothèse d'un tir de l'arrière. Donc le tir fatal viendrait bien de derrière Kennedy, comme le dit la version officielle. Exactement. Le film Zapruder montre la tête de Kennedy qui part violemment en arrière. Ça renforce cette théorie. L'analyse des traces de sang, même si ce n'est pas une preuve absolue, nous éclaire sur ce qui s'est passé à Dealey Plaza. C'est fascinant de voir comment la science peut nous aider à comprendre l'histoire. Mais revenons à McCown. Si on admet que son histoire est vraie, ça veut dire qu'Oswald connaissait Jack Ruby avant l'assassinat. Oui, Qu'est-ce que ça implique pour vous? c'est une question importante. Si Oswald et Ruby se connaissaient, ça remet en question la version officielle, celle du tireur isolé. Le témoignage de McGowan suggère une possible conspiration. Mais est-ce que son témoignage est fiable? Il s'est passé beaucoup de temps. Oui. La mémoire peut jouer des tours. Bien sûr, il faut prendre ce genre de témoignage avec prudence. Il faudrait le corroborer avec d'autres preuves. Par exemple. Des témoignages de gens qui auraient vu Oswald et Ruby ensemble. Des documents, des preuves matérielles. Difficile à trouver, ce genre de preuves. Oui, c'est rare dans l'affaire Kennedy. Alors que penser de McGowan? Un témoin authentique ou un faux souvenir? Difficile de trancher. Le Dealey Plaza Echo ne prend pas position. Il présente le témoignage et laisse le lecteur se faire sa propre opinion. C'est net. En parlant de prudence, je me demande ce qu'il faut penser de Marguerite Oswald. Elle dit avoir reconnu sa belle-fille et sa petite-fille sur la photo. Oui. Mais elle ne parle pas du tout du gomme dans l'embrasure. Ah. C'est étrange, non? C'est troublant. Pourquoi ne pas parler de cette cigouette qui ressemble à son fils? Peut-être qu'elle ne l'a pas vu ou pas reconnu. Ou peut-être qu'elle savait quelque chose et qu'elle ne voulait pas le dire. C'est possible, mais peut-être elle a été influencée par le contexte, la pression. N'oublions pas qu'elle a témoigné devant la Commission Warren. Ah oui, la Commission Warren, accusée de privilégier la thèse du tireur isolé. Oui, Peut-être qu'elle ne voulait pas contredire la version officielle, même si elle avait des doutes. c'est plausible. Le contexte politique était tendu, la guerre froide. Peut-être que les autorités voulaient éviter de semer la panique, en présentant l'assassinat comme un acte isolé. Oui, je comprends. Dans ce contexte, certains témoins ont pu hésiter à parler. Revenons aux analyses acoustiques. Vous disiez que le HSCA et le NRC n'arrivent pas aux mêmes conclusions. Oui, Pourquoi? le HSC conclut qu'un tir vient de la butte herbeuse. Le NRC remet en cause cette conclusion. La différence, le point de synchronisation utilisé pour analyser les sons. Le point de synchronisation, c'est quoi? Pour analyser les sons, il faut les situer dans le temps, il faut un point de repère, un événement sonore qui permet de synchroniser les enregistrements, de reconstituer la chronologie. Je vois. Et le point utilisé par le HSCA et le NRC. Le HSCA a utilisé l'ordre du chef de la police de se rendre à l'hôpital, Ah oui. quelques secondes après les tirs. Mais cet ordre n'est pas fiable et il n'est pas sur tous les enregistrements. Ah oui, c'est vrai. Le NRC utilise d'autres points de repère, plus précis, et il conclut qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire qu'un tir vient de la butte. Donc la théorie du deuxième tireur est remise en question.
Disons qu'elle est moins solide. Les analyses acoustiques ne permettent pas de trancher. Dommage. J'aurais aimé une réponse définitive. Mais bon, c'est souvent le cas avec Kennedy. Plus on creuse, plus on a de questions. C'est vrai. L'assassinat est un événement complexe. Difficile de démêler le vrai du faux. Parlons de Surrey et des tracts Wanted for Treason. Ces tracts montrent bien le climat politique de l'époque, la haine envers Kennedy. Oui, ces tracts sont symptomatiques de la polarisation de la société américaine. Kennedy était controversé, il avait beaucoup d'ennemis. Mais pourquoi tant de haine? Quelles étaient ses positions politiques? Kennedy était progressiste. Droits civiques, justice sociale, paix dans le monde. J'avoue. Ces positions étaient perçues comme une menace par certains. Les partisans de la ségrégation, les anticommunistes, les militaristes. C'est intéressant de voir comment l'assassinat s'inscrit dans ce contexte. Absolument. Ce n'est pas un événement isolé. C'est le reflet d'une époque troublée. Violence politique, conflit idéologique, peur de l'autre. Et Surrey, quel était son rôle? Un sympathisant de l'extrême droite. Anticommuniste opposant à Kennedy. Il a diffusé des idées haineuses, violentes. Oui. Qui ont sans doute contribué à créer un climat favorable à l'assassinat. C'est effrayant de penser que des gens comme lui ont pu jouer un rôle. Oui, c'est une réalité. L'assassinat n'est pas seulement l'œuvre d'un tireur isolé. C'est le résultat d'un contexte social et politique complexe, où la haine, la peur et la violence ont trouvé un terrain fertile. Une leçon à retenir. Pour comprendre Kennedy, mais aussi pour aujourd'hui. Tout à fait. L'histoire nous montre que les mots peuvent être dangereux, inciter à la haine et à la violence. Il faut lutter contre les discours haineux, promouvoir le dialogue, la tolérance. Avant de conclure, revenons à Sherry Gutierrez et ses analyses. Vous disiez qu'elle a tiré sur des cibles ensanglantées Oui. pour étudier les projections. Comment a-t-elle fait ça? Elle a utilisé des armes et des munitions similaires à celles utilisées pour l'assassinat. D'accord. Elle a tiré sur des cibles avec du sang animal, en variant la distance, l'angle, la position, Et comment elle a analysé les projections? avec des techniques d'analyse de scènes de crime. Photographie, microscopie, analyse chimique. Elle a mesuré la taille, la forme, la distribution des gouttes de sang, en tenant compte de la gravité, la vitesse, la viscosité. C'est minutieux. Oui, c'est un travail scientifique rigoureux. Gutierrez est une experte. Donc ses conclusions sont fiables. Oui, ses travaux ont été publiés dans des revues scientifiques et reconnus par ses pairs. C'est bien. Mais ces conclusions sont partagées par tous les experts. L'analyse des traces de sang est une discipline complexe. Il y a toujours des débats entre experts. Mais les conclusions de Gutierrez sur Kennedy sont assez largement acceptées. Donc on peut dire que l'analyse des traces de sang confirme que le tir fatal vient de l'arrière. Oui, c'est l'interprétation la plus probable. On ne peut pas exclure totalement d'autres hypothèses, mais... C'est ça qui est fascinant avec Kennedy. Il y a toujours un mystère, on a plein d'informations, mais il manque des pièces du puzzle. Oui, et c'est sans doute pour ça que les gens continuent d'être fascinés par cette affaire. C'est un traumatisme national qui n'a jamais été vraiment guéri. Alors, que conclure de cette exploration du Dealey Plaza Echo? On a vu des témoignages étranges, des analyses scientifiques, des indices qui remettent en question la version officielle. Est-ce qu'on est plus près de la vérité? Difficile à dire. Il n'y a pas de révélation extraordinaire qui change tout. Mais ce numéro nous fait réfléchir. Il nous rappelle que l'assassinat de Kennedy est un événement complexe. Il y a encore des zones d'ombre. Il ne faut pas se contenter des réponses simples. C'est vrai, Kennedy c'est un puzzle avec des pièces manquantes, des fausses pistes, mais c'est ce qui le rend fascinant. On a toujours envie d'en savoir plus, de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Oui, et des revues comme le Dealey Plaza Echo nous aident beaucoup. On y trouve des informations qu'on ne voit pas partout. On se confronte à des points de vue différents. On se forge notre propre opinion. Exactement. En parlant de point de vue, j'ai été marqué par le climat politique de l'époque. On a parlé des tracts Wanted for Treason, mais il y a d'autres exemples de violence verbale. Oui, un tract des Minutemen, un groupe d'extrême droite. Khrushchev Wanted for Murder. Ils accusaient le leader soviétique d'être responsable de millions de morts. Incroyable, la haine, la violence verbale. C'était monnaie courante, c'est inquiétant. Oui, les mots peuvent être dangereux. Inciter à la haine, à la violence. L'assassinat de Kennedy, c'est dans ce contexte de tension. On a l'impression que la société américaine allait exploser. La guerre froide, les droits civiques, les tensions sociales. Oui, Kennedy, avec ses idées progressistes, il était vu comme une menace. Le changement, la modernité, ça suscitait des résistances, de la haine. Une leçon pour aujourd'hui. Les discours haineux, la polarisation. Ça peut avoir des conséquences graves. Oui, il faut lutter contre les extrêmes. Promouvoir le dialogue, la tolérance. C'est important. On en revient à la lutte contre la violence. L'analyse des traces de sang.
Gutierrez a mené des expériences pour déterminer la direction du tir. Mais est-ce que c'est vraiment fiable? Pas de risque d'erreur. L'analyse des traces de sang a ses limites, comme toute science. Il faut être prudent, prendre en compte tous les facteurs. Par exemple. La distance, l'angle du tir, la position de la victime, la surface touchée par le sang, tout ça peut modifier les gouttes de sang. Donc prudence avec les conclusions de Gutierrez. Vous voyez? Mais son travail est sérieux. Il a été validé. D'accord. Mais est-ce que tous les experts sont d'accord avec elle? Il y a toujours des débats entre experts. Mais globalement, ses conclusions sur Kennedy sont acceptées. Donc l'analyse des traces de sang confirme la version officielle. Le tir fatal vient de l'arrière. Oui, c'est l'interprétation la plus probable. Mais on ne peut pas exclure d'autres hypothèses. C'est ça, Kennedy. Il reste toujours un mystère. On a des informations, mais on n'a pas toutes les réponses. C'est vrai. C'est un événement marquant, un traumatisme. Le débat ne sera jamais vraiment clos. Alors, on a exploré le Dealey Plaza Echo. Témoignages, analyses, indices. Est-ce qu'on est plus près de la vérité? Pas de grande révélation. Mais ce numéro nous fait réfléchir. Il nous dit de ne pas nous contenter de la version officielle, de continuer à chercher. C'est important, l'esprit critique. Continuez à explorer les pistes, même si elles sont improbables. Oui, Kennedy, c'est un puzzle complexe. On ne trouvera peut-être jamais toutes les pièces. Mais chaque nouvelle information nous rapproche de la vérité. Alors, à vous de jouer. Qu'en pensez-vous? Quelles questions vous posez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions. L'histoire de Kennedy est une histoire ouverte. À nous de l'écrire.